C'est parti. Donc, script deuxième partie. Donc, si on était rendu à l'assignation de variables, comme on le voit dans le script ici, où j'avais assigné la variable etc à dire to archive. Donc là, l'assignation de la variable. Je le répète encore, bien attention de bien mettre le égal, le nom de la variable collé avec la valeur. Donc, sinon, ça va vous donner une erreur. En fait, il n'arrivera pas à faire l'assignation de variable. Et ici, j'avais fait l'exemple de j'affiche le texte. Donc ici, dire to archive va être remplacé par la valeur etc. Et dans la commande tar zcf. Et là, il va remplacer ici etc. Donc il va faire l'archive du répertoire etc. dans tmp archive.tar.gz. Okay. Le tout va être exécuté par l'interpréteur bash, donc qui a été défini en haut via le pound key point d'exclamation qui va nous dire quel interpréteur utiliser. Et sinon, avec les dièses, ça nous permet de mettre des commentaires, peu importe ce qu'on a envie de mettre, une description, l'auteur ou autre. Okay. Ici, je fais deux affichages. Je dis que je commence le script et là, à la fin, je dis c'est fini. Quand on l'avait roulé, on s'était rendu compte que il y avait les messages d'erreur, vu que je l'ai exécuté en tant que simple utilisateur. Donc, on avait les permission denied. Là, il faudrait simplement rediriger le standard d'erreur vers dev nul ou vers un fichier pour ne plus les voir. Donc, ça, on pourrait le faire à l'intérieur pour si on ne voudrait pas voir ces messages. Ça va? C'est bon? Je vais juste voir de quoi il... Ah, ça, je vais juste le décaler dans l'autre. Oui, c'est déjà changé les combinaisons, merci. Donc, si on regarde, c'est ça que ça donnait. C'est exactement la même chose qu'on voyait ici. Ok, je vais juste remonter un petit peu le truc parce que j'ai un petit peu la fin de ma commande. Voilà. Des questions? Non? Ok. Est-ce que vous savez comment on pourrait faire en sorte de ne pas avoir les messages d'erreur, vu que je vois le script là? Parce que là, je sais que ça va m'énerver pendant l'exécution. Quoi? Ok. Donc, je le mettrai où? Dans le script, là, sur la ligne de commande. Où vous le mettrez? Dans le script? Ok. Ok. Et on va le mettre où ici? 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 Toi, tu le mettrais là? De dev nul? Pour l'envoyer? Non, si tu fais la grande barre ici, si on fait pipe, il va s'attendre à ce que ça soit une deuxième commande qui soit après le echo. Pour faire une redirection, c'est une... Le pipe, il prend la commande A et il envoie le résultat dans la deuxième. Quand on fait une redirection, c'est uniquement le numéro... Bon, je fais... le numéro du l'identifiant de l'output. 1 si c'est le standard output, 2 si c'est l'erreur. Mais il n'y a pas de pipe qui est à mettre à ce niveau-là. Le meilleur lieu où on le mettrait, ça serait non pas sur le echo ni au début. On pourrait le mettre là, ça marcherait, mais le plus approprié serait ici. Oups, je vais mettre un espace. Donc après la commande tar, peu importe les arguments que j'ai, je veux qu'il envoie tous les messages d'erreur dans le dev nul, donc dans la poubelle. Et là, c'est une fois qu'on est sûr que les messages d'erreur, c'est lié Oui, effectivement. Oui, là c'est les standards d'erreur. C'est sûr que si on avait des erreurs majeures, ben là on les verrait plus non plus. Donc là je fais juste... Je le rajoute à chaque fois, ouais. Pour chaque commande que je vais vouloir taper. Donc là, je le reroule. Donc là, il m'a donné, il m'a pas donné. On va voir que on va être en mesure de trapper, à savoir si la commande précédente elle a fonctionné aussi.
Donc on pourrait ne pas afficher les messages d'erreur, sauf s'il y a eu un problème. Donc ce qui nous permet de éviter d'avoir du garbage. Vous voulez revoir le contenu? Ouais, div nul pour la poubelle. Ça fait chaud. En fait, oh. Mais non, regarde. Si je le mets là, ça marche, effectivement. Je n'ai pas d'erreur, mais j'ai toujours les messages d'erreur de la commande tar qui sont affichés. Tu vois, si j'ai archivage. Pourquoi? Parce que c'est les erreurs de la commande echo qui sont redirigées vers dev nul, mais les messages d'erreur de tar est toujours affiché à l'écran par défaut. C'est par commande. J'aurais pu aussi bien les rediriger vers un fichier, hein, tmp log archive, ce qui me permettrait de faire une visualisation a posteriori. Ok, parfait. Donc là c'est bien. Donc là on est capable de exécuter ce script et à chaque fois il va nous faire l'archivage du etc. Donc là c'est bien. Le problème c'est que si je veux avoir un autre répertoire, peu importe c'est quoi, imaginons que je voudrais faire un archivage de /home ou peu importe la var backup, ben il faut que j'ouvre le fichier, que j'édite le fichier et que je change la variable à l'intérieur. Ok, ce qui est plus ou moins grave pour nous étant à l'aise avec Linux, mais si on voudrait le donner à quelqu'un d'autre, ben ça peut être embêtant que lui il a peut-être pas les connaissances d'utiliser VI, il est peut-être moins à l'aise à modifier le script. Donc ce qu'on va faire, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que au lieu de exécuter comme ça, on va lui dire je veux backuper etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en argument sur la ligne de commande le répertoire qu'on veut backuper. Donc c'est simplement donner un argument au script pour qu'il puisse le prendre. Aujourd'hui, si je fais ça, ça marche, il n'y a pas d'erreur, mais en fait, si j'avais mis ici Toto, ça a exactement le même comportement, c'est-à-dire qu'il ne le prend pas du tout en considération. Ok? Pas d'erreur. Il l'a juste ignoré. Il n'y a pas d'erreur parce que c'est le dev nul qui est la commande tar n'a pas été du tout en considération. En fait, le Toto il a été envoyé au script. Le script il a assigné une variable interne, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc ça a été pris, il l'a mis à la variable, puis hop, il l'a ignoré en fait. Ça a été pas du tout pris en considération. Le done, je l'ai juste écrit pour dire que c'était la fin, juste pour qu'on avoir un peu plus de écho et de voir entre les deux. Pour ce faire, on a plusieurs variables internes. Hein, on l'avait vu qu'avec la commande env et set, on pouvait voir la liste des variables du système qui était déjà définie dans le shell. Au niveau à chaque fois qu'on lance un script, on a plusieurs variables qui existent. Donc, signe de $ étoile, donc qui contient tous les arguments qui sont passés à la fonction. Donc, tout Toto, machin, il aurait été appliqué dedans. Si j'en ai 20 arguments, les 20 vont être affichés. $dièse contient le nombre d'arguments. Donc, quand j'avais fait /Toto, il m'aurait dit il y a un argument. Là, ça me permet de savoir combien d'arguments il a été passé avant de commencer à les lire. Donc, tu sais, si j'en ai 20 ben, ou 15, ben, il va mettre ici, la valeur, ça sera 15, donc le nombre d'arguments que j'ai eu. OK? Ça, on va revenir sur le signe de $, point d'interrogation. Signe de $0, c'est le nom du script. Donc, dans mon cas, le nom du script, c'est archive souligné etc.sh. Donc, ça va être le nom du script. Et
signe de dollar, 1, 2, 3, etc. C'est le numéro de mon argument. Ok? Donc si on reprend, si j'utilise ces arguments, je vais dire echo, par exemple, le script, signe de dollar 0. Donc ça va être le nom du script qu'il a exécuté, donc archive souligné etc. Réalise, par exemple. Hein, et ici, au lieu de prédéfinir slash etc, je vais lui dire utilise signe de dollar 1, donc le premier argument qui a été passé. Et là, normalement, l'exécution du script, il va répondre à ceci. Non. Non. Il va lire sur la ligne de commande les arguments qui ont été saisis. S'il n'y en a pas, en fait, on va le voir. Il va juste me donner une erreur. Effectivement, je le verrai plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça pour TMP. Ouais, le if, on va le voir un tout petit peu plus tard. Mais oui, effectivement, on va pouvoir faire la validation aussi. Log archive. Je vais juste mettre ça, comme ça. Oui, exactement, avec signe de dollar dièse qui va me permettre d'avoir le nombre d'arguments. Donc, je pourrais dire, s'il y a moins de 1 argument, ben, bloc pour vous dire que tu roules pas. La commande fut... Et... Ok. Hein? Fut? Ok. Bon. Du script? Oui, ils sont juste chargés là. L'assignation du signe de dollar 1, 2, 3, etc. ainsi que le 0, c'est uniquement lors de l'initialisation du script que c'est assigné. Après, une fois que le script est terminé, c'est disparu. Oui, on va voir qu'on va pouvoir assigner avec une commande aussi des valeurs à une variable. On va le voir, on va utiliser par exemple la commande date pour assigner la date à une variable. En quelques instants après. Et puis, on peut aussi forcer la saisie des arguments. Donc, si je réexécute et que là je mets slash etc, donc je vais juste rafficher le script, archive. Donc là, si je regarde le script, etc va être assigné à, donc etc va être changé avec la $1 est égal à etc. Ici, le script $0 va être la valeur $0 va être changée par le nom du script qu'il exécute. Et ici, je vais juste afficher la commande fut $0 et la liste de tous les arguments qui sont là, qui ont été passés. Je fais Enter. Donc là on voit le script, machin, et slash etc. Pourquoi je voulais en mettre? C'était juste pour montrer que Toto, tata, bien que je ne l'ai pas pris en considération, signe de dollar 2 et 3 fut assigné, ou fut, ou comme vous voulez, et signe de dollar étoile, en fait, on voit bien qu'il contient l'ensemble des arguments. Donc, qu'on l'utilise ou pas, c'est quand même assigné et attribué. Donc là, à ce moment-là, bien entendu, mon problème, c'est que si je fais retour de chariot ici, donc là, il réalise archivage 2, il n'y a rien. La valeur dire to archive, elle est vide parce que la variable $1 était vide. Hein? Et si je regarde maintenant dans le log tmp log archive, donc ce que j'avais vu que j'avais redirigé ici les messages d'erreur de tar vers le fichier, en fait il va me donner l'erreur de tar qui a été là. En fait lui ce qu'il me dit c'est que il me manque un argument là. Ouais. Ça c'est l'avantage du logiciel libre.
C'est bon? Excusez. Ah oui. Le code de retour, oui, excusez-moi, j'ai omis. On allait le voir aussi avec le if, mais en fait le signe, quand même, je vais le nommer là. La variable, c'est signe de dollar, point d'interrogation, c'est la valeur, c'est le code de retour de la dernière commande. Ok, donc 0, si vous avez fait la programmation, c'est un peu fourrant. 0, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème. Et si c'est 1 ou n'importe quoi d'autre, en fait, si c'est pas 0, il y a une erreur. Ok. Donc si je fais ls-etc, là, encore là, hein, comme on a dit, tout ce qui est dans le script peut être testé aussi à la main. Donc là, je fais ls-etc, je fais hop, 0. Effectivement, ma commande ls, elle a bien marché. Si je fais ls-etc toto, j'ai une erreur. Là, il m'a affiché l'erreur, mais ce qu'il a aussi fait, c'est que le signe de la point d'interrogation 2, donc c'est pas 0, il y a eu un problème. La commande tar aussi, elle a dû générer une erreur comme ça. Mais c'est pas toujours là, c'est 2, après c'est le système à l'interne qui va gérer. Si je refais le tar que j'avais voulu tout à l'heure, archive.tar, hop, echo, signe de dollar, bon 2. C'est un concours de circonstances que ça donne 2 parce que ça pourrait être... c'est pas standard en fait. JXBF Echo. Ah, à chaque fois il me donne 2 là. J'ai pas d'exemple de commande qui rapidement... Toto. 1. Bon. J'ai réussi à en trouver une qui me fait là. Donc là, un RM, lui, me donne 1. L'important, c'est juste de savoir que si c'est pas 0, c'est un problème. Parfois, dans le man page, tu vas l'avoir, les codes de retour, mais encore là, c'est pas fréquent de les avoir. Là. Non, c'est ça. Tu les as pas dans le cas présent. Okay. On va voir que cette valeur va nous être utile quand on va faire les if. Parce que le tar, on pourrait dire, bon, tu as exécuté le tar, si la valeur de retour n'est pas 0, ben, affiche qu'il y a eu un problème avec la commande tar ou affiche le contenu du message de log. OK? Donc, toujours avec notre script d'archive, c'est sûr que j'ai pris cet exemple-là, donc là je le continue, là, mais ça pourrait être n'importe quoi. Là. C'est vraiment dans l'idée que quand on va brancher la clé USB, après ce script-là va s'exécuter automatiquement. Donc j'essaye de capitaliser avec l'objectif final, avec le script qu'on est en train d'écrire. Donc que vous pourrez même améliorer vous-même, là, mais c'est vraiment l'objectif, c'est pour ça que j'y vais dans cette optique-là. Donc là on a vu, donc là on est capable de passer des arguments. Le problème c'est que le nom du fichier ici, tmp archive.tar, ben, à chaque fois il se fait réécrire. Hein, ça fait 5 fois que je viens d'exécuter le script, ben, à chaque fois il overwrite. Donc si je veux que ça soit exécuté automatiquement, ben là mon problème c'est que par exemple je voudrais l'exécuter à tous les jours, je veux pas qu'à tous les jours il overwrite mon fichier d'origine. Hein? Donc ce que j'aimerais c'est qu'il y ait la date de la journée qui soit présente. Ok. Ça tombe bien, on a une commande qui s'appelle date qui nous affiche la date. Ok. Le problème c'est que mettre le format, le nom comme ça dans un fichier, pour un nom de fichier, c'est plus ou moins agréable avec les 2 points, les espaces et tout.
tout comme on l'avait vu pour la commande MP3 info, il y a possibilité de faire du formatage pour l'avoir sous un autre format. Hein? Donc, c'est sûr que moi je l'utilise régulièrement, donc je connais l'option, mais dans le man, on a les différentes options qui sont disponibles. Hein? Ici on voit le format, et là il va nous fournir qu'est-ce qu'on veut avoir, la journée du mois, la semaine, etc. Donc on peut choisir sous quel format on veut avoir notre date, l'heure, les secondes, etc. Ok? Donc, juste comme toujours, c'est assez rare que je vais exécuter une commande que je vais vouloir tester directement dans le script. Quand je vais vouloir le tester, j'ai mon shell qui est là, je vais la taper directement pour voir, ah, est-ce que c'est ça que je veux avoir? Date, pourcentage F, majuscule. Comme je dis, moi, c'est ce que je la connais, donc j'ai l'habitude de l'utiliser. Et là, ça va me donner la date, l'année, mois, jour. Oh non, non, plus c'est juste pour dire utilise un format prédéfini. Je pense que c'est D, c'est juste la journée, la journée de le jour, ouais, daily, D. Problème, mais comme j'ai montré dans le man page, faut les voir. C'est sûr que moi je vais surtout utiliser le F pour avoir au truc au complet. Sinon je pourrais mettre, si je voulais juste avoir la journée et le mois, ben, je pourrais mettre D-pourcentage M. Et là il va m'afficher. Puis pourcentage YY, je pense qu'il me le faut en double. Ah non. Ah non, c'est Y minuscule si je veux avoir juste le 14. Ok. Sauf que moi, ça m'emmerde d'avoir plein de choses à taper. Donc, pourcentage F, ça le fait très bien pour moi. Ok. Et on voit que ça, le résultat d'une commande, donc date, je vais vouloir le mettre dans une variable. Il y a deux notations qui est possible. Okay? Je vais vous montrer la nouvelle et je vais vous montrer l'ancienne. Les deux fonctionnent. Okay? Donc c'est juste que la nouvelle elle est mieux parce qu'il y a des structures de contrôle qui ont été mises pour éviter des erreurs en fait. Mais vu que beaucoup de scripts ont été écrits il y a longtemps, souvent c'est l'ancienne notation qui est présente. Okay? Donc si je voulais afficher par exemple la variable date. Donc hein, comme toujours, signe de $, date, c'est vide. Pourquoi? Parce que j'ai jamais assigné de valeur à date. Okay? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais assigner la valeur à date égale, hein, je le répète encore, toujours collé sur la valeur, et on voit que j'ai pas mis le signe de $, avant le nom de la variable. Et la nouvelle nomenclature pour écrire des commandes, plus pourcentage F, je mets signe de $, et entre parenthèses, je mets la commande que je veux avoir. Enter. Et là, si je fais un écho de date, j'ai la valeur qui a été générée. Okay? C'est un one-shot. Hein? Je veux dire, si je laissais mon ordinateur allumé et que demain je reviens, que je regarde ce que contient date, ça sera toujours le 18. Il faut que je réexécute la commande pour que ça change. Ok? Ça, c'est la nouvelle nomenclature qui est conseillée parce que c'est plus facile de mettre des pipes et tout ça, de faire des commandes complexes à l'intérieur, ainsi que des for, etc. Okay? Donc, on peut plus imbriquer des commandes, ce qui est conseillé. L'ancienne nomenclature, je vais juste mettre date 2. C'est, ça c'est toujours plus chiant à trouver sur le clavier. C'est comme l'apostrophe mais à l'envers. Hein? Donc L apostrophe, là, ça tourne vers la gauche.
Et là, c'est ouais, accent grave. Là. Ouais, mais c'est plutôt c'est comme une apostrophe, mais inversée. Ok. Donc, en plus de être déconseillé maintenant, ben, c'est plus difficile à trouver sur le clavier. Si je regarde, echo, date de, oups, excusez, date de, la valeur elle sera là aussi. Ok. Ouais, c'est sûr que je vais vous inviter à utiliser plus celle-là, plus simple à utiliser. Ok. C'est vraiment ce qui est entre parenthèses la commande que je vais vouloir avoir. Ouais. Et je peux mettre n'importe quelle commande. Hein. Je vais dire, par exemple, perm PASSWD. Je peux mettre signe de dollar ls-l de etc password. Hein, et là, il me met le résultat de ls-l password à l'intérieur de perm password. Hein, ça peut être n'importe quelle commande qui va se retrouver dedans pour assigner à l'intérieur de la variable. Ok? Donc, je pourrais faire... Vous vous rappelez quand on avait fait un random password et tout ça qu'on avait cherché, ben je pourrais aller encore chercher ce random password ou un nom random à l'intérieur d'une liste et l'assigner à une variable pour une utilisation ultérieure. Hein? Pas de problème là-dessus. Donc, revenons à notre script. Hein? Donc, dans le manuel, j'ai bien fait attention de vous mettre les deux notations hein, avec l'accent circonflexe à l'envers. Mais bien entendu, je vais toujours utiliser la nouvelle pour que vous le voyez le plus souvent. Donc, qu'est-ce que je fais ici? On va changer le script. Et ouais, on va changer le script. En même temps, deux avantages, ça vous fait pratiquer un petit peu VI. Puis en même temps, est-ce que vous voulez que j'enlève la syntaxe highlighting? Hop, est-ce que vous voyez mieux comme ça? Ouais, ok. Parfait. Donc ce que je vais faire, je vais assigner une variable date. Moi, j'aime bien les variables. Hein. J'aime bien en faire, je vais mettre juste la date, je vais l'assigner à une variable. On pourrait le mettre au milieu du script, ça marcherait aussi. Mais en tout cas, j'aime bien quand c'est organisé, quand c'est propre, là, et des petites variables, je préfère ça. Mais bon, après, libre à vous. Donc là, j'assigne la valeur, date. Ouais, j'avais pas dit la dernière fois, c'est juste une convention. Hein, vous faites ce que vous voulez avec ça. Oui, c'est sûr que moi, je vais toujours les mettre en majuscule. Parce que la majorité des gens les mettent en majuscule, donc j'utilise le même principe. Ça va être aussi, si vous constatez, l'ensemble des commandes système, donc ls, echo, date, tar ou peu importe, tout ça c'est en minuscule. Donc au moins tu es sûr que ce qui est en majuscule c'est une variable. Si c'est en minuscule, ben ça veut dire que c'est probablement une commande ou une fonction ou autre. Donc ça permet de faire une bonne distinction entre les deux. Bien qu'il y ait le signe de dollar avant, mais bon. C'est vous qui voyez. Donc, maintenant, j'ai une variable qui contient la date sous le format que je désire, peu importe le format. Et ici, je vais rajouter tiret et la variable date. Donc maintenant, le nom de l'archive
qui va être créé, ça va être tmp archive-la date pointard.gz. Quitter sans sauver, escape pour entrer en mode commande, Q, point d'exclamation pour dire quit sans sauver. Non, il va te dire non. Il va te dire, si tu fais juste Q, il va te dire non, faut que tu sauvegardes, je peux pas quitter parce qu'il y a eu des modifications qui ont été réalisées. Bien entendu, là dans mon script, j'ai pas écrit les secondes, donc pendant toute la journée, je vais overwriter sur le même script, là, le même tar.gz. Bon. Au moins, si je l'exécute à 2 jours d'intervalle, il va avoir une différence. Oups, excuse. Ouais. Oups. Ça va? Ouais. Effectivement, c'est un par jour. Encore là, on pourrait changer. Oups. Changer le script pour qu'il il rajoute les secondes, par exemple. Et là, à ce moment-là, on aurait. C'est le résultat. Donc là, une fois que je l'ai exécuté. C'est bon? Continue? Ouais, c'est pas, le écho a peu d'importance. C'était vraiment dans le... C'est ça l'avantage, hein. Plus on pratique le VI, plus on y prend plaisir. Non, les scripts bash, j'avais pas encore complété, mais vous avez le mini quiz si vous voulez. Mais encore là, le mini quiz, c'est vraiment des compréhension du bash, du scripting et non pas le détail de la réalisation d'un.
Hein? Oh, oui, tu peux toujours, tout est accessible de la maison. Mais non, mais sur l'interface web. Après, le problème, c'est que tu peux pas le pratiquer si t'as pas de Linux. Donc, dernier, là, finalement, on fera peut-être pas les structures de contrôle avec les if aujourd'hui, ce qui nous laissera pour la prochaine cours les structures de contrôle, donc if, for, etc., pour voir un petit peu comment faire un petit peu de validation. Donc, si on regarde, ok, c'est bien beau. Là, j'ai mon script qui roule. Je suis en mesure de le passer en argument le nom du répertoire que je veux. Je pense que 90% du temps, ça va être le cas. On va l'utiliser comme ça. Mais on va voir comment acquérir de l'information de la part de l'utilisateur qui l'utilise. Hein, donc, exemple, je veux pouvoir rouler archive etc.sh et je veux que le script il s'arrête et il pose la question à l'utilisateur, c'est quel répertoire que tu as envie de archiver, hein, donc au lieu que ça soit déjà dans la ligne de commande. Pour ce faire, on a la commande read qui me permet de lire ce que l'utilisateur va donner. Donc la commande c'est read et le nom de la variable où je vais faire l'interaction, là où il va mettre le contenu de la requête, du script. Donc si je fais read par exemple Toto, enter, là, donc read, il attend que je saisis quelque chose, donc que l'utilisateur saisisse une information. Donc là je peux écrire bonjour, enter, et là si je fais un echo Toto, ben Toto contient bonjour. Okay. Read attend et il met ce qu'il a pris à l'intérieur de Toto. Donc si on reprend le script d'archivage, donc ici je vais enlever, je pourrais l'avoir en argument, je vais juste l'enlever. Et ce que je vais dire, echo -n entrer le nom du répertoire à archiver. Hop. Là, read, dire to archive. Ok. Oups, excusez, je voulais pas mettre le numéro de ligne. C'est off. Donc ici, j'affiche le message que je veux que l'utilisateur il ait. Là, j'ai mis -n. Pourquoi j'ai mis -n? C'est que, vous vous rendez compte, à chaque fois qu'on tape echo, à la fin, il affiche le message, puis il fait un retour de chariot. Okay? Donc là, ce que je voulais, c'était que quand l'utilisateur va avoir ce message-là, que le curseur soit à la fin, puis qu'il attende. Hein, parce que sinon, l'utilisateur, il fait comme... Hein, pourquoi le curseur il est en bas? Il me pose une question, mais il y a déjà eu le retour de chariot, ça perturbe l'utilisateur. Donc pour pas trop le perturber, surtout pas, déjà qu'il va rentrer une mauvaise information. Donc juste pour démontrer, puis après je vais le réafficher. Donc j'exécute, hop, le script s'arrête, il me demande d'entrer le nom du répertoire que je désire. Je rentre ce que je veux backuper, je vais ajouter C par exemple. Enter, et là il continue. Donc ça vous permet d'interagir avec l'utilisateur. C'est sûr que là, à ce moment-là, pour le moment, on n'a pas vu les if, donc c'est sûr que tu peux pas valider ce qu'il a rentré l'utilisateur, mais ça te permet déjà d'avoir une interaction possible avec ce dernier. Vous voyez encore une fois, tout comme lorsque je fais l'association de la variable ici n'a pas le signe de $. Le signe de $ n'est uniquement présent quand j'utilise la variable à l'intérieur du script.
Excusez, là, je cherche un petit peu. Okay. Bien entendu, à l'intérieur des commandes, comme là, je veux lister les usagers qui ont avec leur home. Là, je fais un cat grep. Je veux juste que ceux qui ont bash et je fais mon code pour avoir juste le nom de l'utilisateur et le nom du répertoire. Hein? Ben après, hop, et ma variable lst avec home. Si je fais juste ouais, là j'ai la liste de mes utilisateurs qui sont présents. Root, Thomas et le guest. Qui ont été assignés avec un espace entre qui est l'équivalent un peu du retour de chariot que j'avais eu. Hein, si je reprends la même commande, mais que je ne l'affiche, je ne le mets pas dans une variable, mais que je l'affiche, hop, j'ai exactement les mêmes informations. Okay, donc je peux mettre des commandes complexes pour qu'ils le rajoutent à l'intérieur de ma variable. C'est bon? Bon. Ce qui m'amènera aux structures de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On le verra. Là, on est quoi? On est mardi. Avec jeudi, on verra le if. Donc, voir comment faire les conditionnels. Parce que comme on a vu, si on commence à proposer à l'utilisateur de rentrer des informations, c'est fort probable que l'information sera mauvaise. Donc, par exemple, dans notre cas du script d'archivage, on va s'assurer que c'est bien un répertoire qui veut backuper ou que la destination existe ou peu importe. Donc, on va faire une validation sur l'argument ou ce qui a été demandé à l'interaction avec l'utilisateur. Okay. Donc là, on va voir comment faire des tests. Je vais encore une fois, il y a deux nomenclatures. On va pouvoir aussi faire une validation, à savoir c'est qui exécute le script. On va permettre uniquement l'utilisateur root d'exécuter le script. Donc ça va nous permettre de faire des validations. On va faire ça. Et on va voir, en espérant qu'on ait le temps, les boucles for. Donc comment parcourir une liste pour pouvoir la traiter. Donc en fait, grosso modo, notre script d'archivage ressemblera à ça à la fin. Ah non, il n'est même pas complet, lui. Il n'y a pas le if dedans. Ah, j'aurais dû tout rajouter. Hein. Le script d'archivage, ouais, ça c'était celui-là, le script d'archivage à la fin. On va se rendre jusque là. Ouais, un peu plus de if, puis on va juste faire la validation. Ok. Exactement. Le tar qui est exécuté, quand le script est exécuté, il est exécuté avec les droits que tu as lors de la création, lors de l'exécution. Donc, si tu es en tant que simple user, parce que tu sais, le tar qui est réalisé dans le script, c'est exactement comme si tu l'avais tapé à la main. Donc, il n'y a pas de différence en termes de droits. Par contre, il y a toujours possibilité d'appeler le script en faisant sudo et le nom du script. À ce moment-là, tu seras root lors de son exécution et tu n'auras plus les erreurs de permission parce que tu auras été exécuté en tant que root. Et c'est ce qu'on va voir en fait quand on va faire la validation. C'est qui exécute le script, est-ce que c'est root ou non. On va pouvoir comme ça tester en root ou pas root. Le tar, la propriété du tar fait toujours un backup avec les permissions et le owner courant. Peu importe que je l'exécute en tant que tbootry, root ou n'importe quel utilisateur, quand il va aller par exemple chercher etc password, si l'utilisateur il a le droit de lire là, donc par exemple etc shadow, mon utilisateur ne pourra pas le lire donc il ne pourra pas faire le backup, mais si c'est root va aller voir un fichier etc password, il va dire ok, ça c'est les permissions, je les garde telles quelles et je garde le owner et le groupe propriétaire.
Donc il n'y a pas d'altération sur le contenu, contrairement à la commande cp, où cp par défaut va faire une réassignation à l'utilisateur qui a exécuté. Donc si je copie des fichiers qui appartenaient à root avec mon utilisateur tboottree, ben, il va les réassigner, le owner et le groupe vont être les miens et plus celui-là du root. Avec l'option "-p" pour préserver les permissions, il y a possibilité, mais c'est juste la commande. L'utilisation par défaut de cp ne le fait pas. Non, il n'y a pas d'irritation. Comme on l'a vu, non. C'est assez rare, mais c'est possible de le faire, mais c'est pas parfait comparativement à l'utilisation des ACL qu'on a vu qui existe sous Windows, aussi disponible sous Linux, mais pas dans les permissions POSIX de base. D'autres questions? Voilà, donc il y a le petit quiz aussi.